votre émission Point de vue, présentée par Babacar Nam. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Mauritanie de MFM. Le premier numéro de votre émission Point de vue avec comme invité professeur Lo Gourmo Abdoul, vice-président de l'Union des forces du progrès, l'UFP. Bonsoir, professeur. Très heureux de vous avoir comme premier invité. Vous n'êtes plus à présenter au public mauritanien. La Mauritanie ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'élection du président Mohamed Cheikh Ahmed Ould Ghazouani à la tête du pays pour 5 ans. Quelle est votre appréciation? Laissez-moi d'abord de vous remercier de me faire cet honneur redoutable de m'accueillir ici pour le démarrage de votre émission à Point de vue. Et pour une radio qui est maintenant presque une radio que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que je connais bien. Et donc je vous en remercie très sincèrement. Merci. Et c'est aussi très important que vous commenciez effectivement cette émission par une situation politique qui vient de passer à, disons, un autre tournant. Donc, puisque c'est au passage de témoins du président Aziz sortant au nouveau président Ghazouani que nous avons affaire maintenant. Donc c'est une nouvelle situation qui vient de se présenter. Alors cette situation... Une première en Mauritanie. C'est une première, dans la forme tout au moins, c'est une première en effet, même si cette première, pour une première, elle présente des caractéristiques qui sont extraordinairement classiques par rapport à ce qu'on sait jusqu'ici. Que vous n'appréciez pas? Disons que pour lesquels j'ai des appréhensions très fortes, puisque les conditions dans lesquelles ce passage à témoin a eu lieu posent d'énormes problèmes. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais disons, le fait est là, c'est qu'effectivement, c'est un chef d'État sortant qui donne le pouvoir à un chef d'État qui arrive, etc. Donc dans la forme est préservée. Et ça mérite vraiment d'être touché, d'être filmé. Ça mérite d'être dit et redit. Maintenant, les conditions dans lesquelles les choses se déroulent, on peut en parler, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que toute la Mauritanie a espéré que ça aurait lieu, parce que vous savez très bien que depuis 2 ans, on vit dans une sorte d'hystérie collective, faite d'ailleurs et créée de toutes pièces par le président sortant, qui est le fameux mythe du 3e mandat. C'était pas une invention, c'était des initiatives, des mubadarat, c'était des activités de toute nature du pouvoir pour donner effectivement la chance, entre guillemets, à Ould Abdelaziz de faire un 3e mandat. On s'est approché d'une réforme constitutionnelle, comme vous le savez, pour ça. Mais c'était peine perdue parce que c'était pas possible. Mais là, sur cette question, le président sortant l'avait bien souligné, il a toujours même dit qu'il ne se représenterait jamais parce qu'il avait déjà donné sa parole. Aziz est un malin. Il a toujours parlé de manière polyphonique. Il a toujours 2 voix. Une voix qu'il donne et une autre voix qu'il dément. Et on ne sait jamais trop avec lui, jusqu'ici, sur quelle voix on devrait compter. Y compris pour lui-même, parce que lui-même, il a eu effectivement à nous dire clairement qu'il ne briguait pas un 3e mandat, mais il nous a dit également que ça dépendait du peuple. Et que de toute façon, lui, il est un fils du peuple. Il l'a dit et redit. Lors de conférences de presse, on l'oublie toujours. Et qu'en définitive, les textes dont il s'agit, c'est en l'occurrence la Constitution, que ce n'était pas du Coran. Il l'a dit. Mais donc, vous, en tant que politicien, un politicien, vous l'avez cru? Nous ne l'avons jamais cru, parce que nous avons vu ses petits proches compagnons, y compris son porte-parole officiel, y compris son Premier ministre, y compris les ministres de haute volée, de grande importance, devant l'Assemblée nationale, nous dire que non, qu'il n'y a rien qui empêche le peuple mauritanien de changer la Constitution sur ce point, et que d'ailleurs la Constitution n'impose pas de manière aussi dure les conditions pour son remaniement, pour son changement, afin précisément que ce mandat-là soit revu. Il nous l'a dit clairement, et ça a provoqué une véritable crise politique dans le pays, qui a débouché d'ailleurs sur finalement ce que vous savez, y compris la dissolution du Sénat, parce qu'on oublie toujours qu'en réalité le Sénat est victime du 3e mandat, parce que les gens du Sénat s'étaient opposés
procéder à une réforme constitutionnelle. Et pour vous, professeur Lo, c'est le président Aziz qui était derrière tout ça? Bien sûr, c'était énorme. Nous sommes en Mauritanie, hein. Nous ne sommes pas en Suisse. Ici, on sait très bien que c'est le chef de l'État qui donne le là. Et on sait très bien que si le chef de l'État ne voulait pas que cela se déroule, ça ne se serait pas déroulé. La preuve, c'est que les Moubadarat et toutes ces initiatives, toute cette agitation s'est arrêtée net le jour où il y a eu un communiqué venu, soi-disant, de la présidence, qui a stoppé net l'initiative. Et depuis ce moment-là, on ne pouvait plus parler de troisième mandat. Mais avant ça, pourquoi il ne l'avait pas fait? Pourquoi, il y a 1 an ou 2 ans, le chef de l'État n'a-t-il pas purement et simplement dit qu'il n'est pas question que quelqu'un ouvre la bouche pour parler de troisième mandat, parce que c'est une violation de la Constitution. Vous savez, au Niger, il y avait des gens qui avaient tenté de faire ça, c'est-à-dire un coup de force contre la Constitution pour modifier cette Constitution et permettre un troisième mandat pour M. Issoufou. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Issoufou, pour prouver qu'il est de bonne foi et qu'il n'est pas derrière ça? Mais purement et simplement, il a fait arrêter les gens qui avaient fait une Mais lui, il les a fait juger. Mais il l'a fait. Non, il n'a pas fait troisième mandat, on en est là. D'accord, mais il a dit qu'il ne fera voilà, pas un troisième mandat. Et il ne fera pas de troisième mandat. Et c'est tout. C'est tout. Et il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'initiative. Mais Ould Abdelaziz, ce n'est pas ça. Ould Abdelaziz a laissé tout le monde, y compris ses plus proches, laisser croire qu'il y a un troisième mandat qui est en cours. Et lui-même, il est resté en retrait à un moment donné. En fait, si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, c'est que Ould Abdelaziz, jusqu'au dernier moment, a hésité. Il voulait un troisième mandat, mais il ne savait pas jusqu'où il pouvait aller. Il a donc fait des sortes de testing pour grandeur nature, pour savoir ce que les uns et les autres seraient prêts à accepter. Il a bien vu qu'il n'y a que des gens de son entourage qui étaient enthousiastes pour ça. Il n'était pas certain qu'y compris ses propres compagnons d'armes seraient d'accord pour le suivre sur cette année-là. Il n'était pas sûr, et je pense qu'il était même au contraire assuré, que ses principaux alliés internationaux accepteraient ça, que les puissances occidentales sur lesquelles il appuie son pouvoir jusqu'ici accepteraient que la Mauritanie s'engage sur un terrain très glissant, parce qu'il y avait les autres pays africains également qui pouvaient s'engouffrer sur cette brèche, si justement il devait permettre à la Mauritanie de le faire. Alors, maintenant que le président Aziz n'est plus à la tête du pays, quelle serait la position de l'opposition, avec surtout le nouveau président? Alors, avec le nouveau président, d'abord, l'opposition démocratique, qui s'exprime aujourd'hui par la voix des 4 coalitions qui sont derrière les 4 candidats d'opposition, se sont exprimés avant cette investiture, dès l'annonce des résultats. Vous vous rappelez que notre position, c'est de dire que ces élections ont été les plus calamiteuses de l'histoire politique du pays, en tout cas depuis 2009. Calamiteuse dans le sens que c'est la toute première fois que la CENI, dans son entièreté, qui pourtant a entre ses mains, d'un point de vue légal, toutes les opérations électorales, que cette CENI, donc, pour la première fois, est monocolore. Il n'y a que des partis qui soutiennent le candidat du pouvoir à l'époque, c'est-à-dire l'actuel président. Il n'y a que ces partis-là qui sont représentés au niveau de la CENI. C'est une catastrophe. Mais où se trouvait l'opposition? Eh bien, ils ont refusé que l'opposition vienne. Parce que l'opposition, justement, devait négocier avec le pouvoir qui avait accepté et avait même conclu un accord. Mais monsieur Lo, dans ce cas, pourquoi vous avez accepté d'aller dans ces élections, alors que vous avez compris nettement que vous allez déjà perdre ces élections-là? Monsieur Babacar, vous seriez le premier à me rentrer dedans si ce jour-là on avait boycotté, parce qu'ici, à cette radio, vous m'auriez dit, mais pourquoi vous avez boycotté? Une élection, ça ne se boycotte pas. Vous avez déjà boycotté, vous vous rappelez, à Tadbaouia, ça a été une catastrophe. Vous avez boycotté les élections législatives dernièrement. Ça a provoqué une crise dans votre propre parti. On ne boycotte pas une élection. C'est cette chanson qu'on nous avait servi. Et effectivement, on nous a servi cette chanson en Mauritanie qu'on ne boycotte pas les élections. Et donc, l'opposition n'est pas constituée de gens idiots. Ils ont dit, OK, puisque l'opinion n'est pas mûre pour voir des gens boycotter une élection, nous allons participer à cette élection. Seulement, voilà, cette élection, nous allons y participer sans nous faire d'illusions si les conditions que voilà ne sont pas remplies. Entre autres, il faut savoir ce qui se trouvait dans le fichier électoral. C'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, dans ce pays, nous soyons parmi les rares pays au monde pour lesquels il n'y a pas de fichier électoral à proprement parler. Je sais de quoi je parle et je le dis solennellement. Nous n'avons pas de fichier électoral. Nous avons des listes électorales. Babacar. On n'a pas de fichier électoral alors que la loi exige un fichier électoral. Ce qui tient lieu de fichier électoral, du fichier électoral, de Dara.
C'est quoi donc? C'est du n'importe quoi. Parce que le fichier électoral a été écrasé. C'est quoi le fichier électoral? C'est simplement une sorte de registre dans lequel on enregistre sur toute la période de temps qui existe depuis que les élections ont commencé, où on enregistre au fur et à mesure les électeurs mauritaniens, selon qu'ils sont là ou selon qu'ils sont morts. On enregistre des nouveaux venus, les gens qui ont eu désormais la majorité, qui sont partis, etc. Et qui doit donc être modifié au fur et à mesure de manière continue, pour qu'on puisse vérifier qu'il n'y a pas de redites, qu'on puisse vérifier qu'il n'y a pas des gens qui sont en surnombre ou en surabondance, etc. etc. C'est ça un fichier électoral. C'est la loi, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est là qu'il dit. Ça n'existe pas, ça a été écrasé. Ils ont écrasé ça. Écrasé par qui? Écrasé par le pouvoir, par l'Abdelaziz. Et vous, en tant qu'opposition, vous n'aviez pas un mot à dire? Mais on a là où ça ne passe pas, où là ça ne va pas. On a organisé des marches et des manifestations pour ça. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous allez être plus loin? Nous n'avons été que là où les populations mauritaniennes pouvaient aller avec nous. Nous, ce que nous pouvions faire, c'était, dans le cadre d'une légalité qui était d'ailleurs extraordinairement précaire, d'essayer de mobiliser le maximum de l'opinion publique mauritanienne pour attirer leur attention sur le fait que nous sommes dans une parodie de démocratie. Vous avez vu nos fameuses cérémonies à Ibn Abbas, on a fait des marches énormes. Vous disiez tout de suite que Mohamed Ould Abdelaziz est tellement intelligent. Est-ce que c'est pas cet homme intelligent-là qui vous a plaqué, qui vous a un tacticien. Un tacticien très fin. Ould Abdelaziz, c'est évident. Écoutez, moi je peux vous le dire, mais plus là. Bon, je sais que Ould Abdelaziz s'est révélé être l'un des plus grands tacticiens politiques qu'on ait eu en Mauritanie, de mon point de vue. C'est mon point de vue. Parce que c'est quelqu'un qui a su jouer de deux choses. D'une part, il a su toujours donner une impression contraire. Ça, il est très fort pour ça. Toujours donner l'impression contraire. Deuxièmement, il a eu un art consommé de la division des adversaires. Il sait où chercher la petite bête pour diviser ses adversaires. Ça, il est fort. Et à chaque fois que nécessaire, il sait que son principal allié, ce n'est pas tel parti ou tel autre parti, mais ce sont les divisions au sein des adversaires qui constituent son allié. Pourquoi vous acceptez, vous avez accepté ça? Mais parce que, tout simplement, vous avez d'abord... Ça veut dire que, comme il l'a toujours dit, que l'opposition mauritanienne n'est pas du tout forte. Non, parce que l'opposition mauritanienne, si vous voulez, elle est dans une situation compliquée. C'est que le cadre démocratique qui existe est un cadre démocratique qui a été préfabriqué de toutes pièces pour donner le contraire de ce qu'on attend. N'oubliez pas qu'on vient de 2009 et des accords de Dakar, dans lesquels la communauté internationale s'est investie massivement. Les accords de Dakar, c'est la chanson de l'opposition. Mais parce que c'est le point de départ, normalement, après le putsch. C'est lui qui a... Parce que nous avions un régime démocratique, qui était celui de Sidou Cheikh Abdallah. En tout cas, qui a fini par l'être. Il ne l'était peut-être pas au début, mais qui a fini par être tellement démocratique que l'institution qui était là, qui veillait au grain, ce que j'appelle l'état profond, c'est-à-dire en réalité certains militaires, eh bien, l'ont chassé. Et eux, ils ont pris le pouvoir. À partir de ce moment, on est entré dans une autre logique politique, une logique politique dans laquelle l'apparence démocratique est maintenue, mais le fond est en fond détenu par un groupe très restreint de gens qui font la pluie et le beau temps et qui ont donc en vérité corrompu une partie de la classe politique, créé des partis bidons, acheter ou racheter des partis qui étaient de l'opposition pour les transformer en partis alliés, comme je vous le disais, avec cette art consommé de division, et donc à restreindre considérablement les marges de manœuvre de la vraie opposition, c'est-à-dire de ceux qui, effectivement, étaient en mesure de refuser la corruption ou de refuser d'être entraînés dans le sillage du pouvoir, mais ceux-là, ils finissent par être quoi? Ils finissent par être une opposition extrêmement fragilisée. Et cette fragilisation a constamment servi Ould Abdelaziz jusqu'au moment où je vous parle. Très bien. Alors, Monsieur Lo, pourquoi vous avez refusé l'invitation lors de l'investiture du nouveau président le 1er août dernier? Si je dis vous, je veux dire l'opposition. L'UFP, en tout cas, a reçu une invitation, je vous le confirme. On l'a reçu la veille, je crois, ou le jour, je ne sais plus. En tout cas, on l'a reçu la veille, on a reçu une invitation. Mais nous, écoutez, il y a eu une élection que je qualifie d'être la plus calamiteuse, et je sais de quoi je parle, la plus calamiteuse de l'histoire de la Mauritanie, de l'histoire politique récente de la Mauritanie, avec une CENI totalement aux ordres, totalement, avec un fichier électoral dont personne ne sait ce qu'il contient, avec un circuit électronique totalement maîtrisé par le pouvoir, totalement. Et même, attendez, vous avez accepté, et même avec des bulletins de vote fabriqués par le pouvoir lui-même. On n'a jamais vu ça ici. Ah bon? Bien sûr, c'est M. Zen Abidine, qui est le patron des patrons,
qui est l'un des principaux financiers de M. Abdelaziz dans sa campagne, c'est lui qui a eu, entre parenthèses, un marché, d'ailleurs sur le plan légal, un marché extraordinairement douteux, mais c'est une autre question, c'est lui qui a obtenu le marché d'imprimer les bulletins avec lesquels on est allé voter. Or, mais est-ce que vous avez attiré l'attention de l'opinion internationale? Mais on n'a pas arrêté de crier. L'opinion internationale, vous savez, l'opinion internationale est aussi en partie ce que les intérêts des grands États sont ou formulent dans notre pays. C'est les intérêts de ces pays-là qui pèsent lourdement et qui filtrent. Mais nous avons crié, nous avons hurlé. Le seul problème, si vous voulez, c'est que l'opposition mauritanienne a toujours été une opposition très gentille. Je dis une opposition gentille, c'est-à-dire une opposition qui n'a jamais été jusqu'au bout dans la logique du refus. À un moment donné, elle s'arrête en pleine course et elle, comme si elle avait peur de sa propre force. Et elle laisse les choses se dérouler parce qu'elle n'ose pas aller au-delà de certaines limites, de certaines lignes rouges, de peur que ceci, de peur de cela, etc. On l'a vu encore juste après l'annonce des résultats qui sont des résultats, un putsch électoral, hein, c'est un hold-up électoral. On a vu des gens manifester de manière absolument spontanée parce qu'ils étaient frustrés des résultats dans le deuxième tour qui était attendu par tout le monde, pour le moins. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'opposition elle-même a dit bloquer net. Pourquoi? Parce qu'Aziz a joué deux choses. Elle a joué la peur. Et il a joué, et ça c'est une honte totale. Mais pourquoi jouer la peur? Il a joué parce que la peur c'est une confrontation interethnique. Le problème dans ce pays c'est qu'on fait des problèmes de coexistence entre nos ethnies, on en fait une bombe atomique contre l'opposition. Dès que nous commençons à élever la voix, qu'est-ce qu'on fait? On suscite des inimitiés ethniques, on provoque des risques de confrontation ethnique, on fait dériver les problèmes politiques réels en un problème interethnique qui n'ont rien à voir avec la réalité, et à ce moment-là on a peur que les gens ne descendent dans la rue en se tapant dessus, que les Harafines tapent les Birmanes, que les Birmanes tapent les Halpoulars, que les Halpoulars tapent les Soninké, qu'il y ait une sorte de chaos. Et c'est ce qui vous a poussé à nous réfréner, on s'est calmé le jeu. Le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé, voyez-vous? Dès le deuxième jour des élections, et je dirais même dès le premier jour, on a vu le BASF et attention, les brigades antiterroristes être déployées où? Mais ça explique quoi? Mais principalement dans les quartiers négro-africains. Ça explique quoi? Ça explique la fragilité de notre corps social et l'incroyable hypocrisie des régimes qui se sont succédés jusqu'ici, et en particulier celui de l'Abdelaziz, qui profite de cette situation qu'il provoque lui-même délibérément pour en faire une arme contre l'opposition. Chaque fois que l'opposition veut ouvrir la bouche, chaque fois qu'on sent monter effectivement la force de l'opposition, on dégonfle cette force comment? Mais par la bombe interethnique. D'accord. Alors, Monsieur Lo, le président de l'APP, Massoud Ould-Boulkhair, qualifie de jour béni l'investiture de Mohamed Ghazouani. Alors, sur le refus de l'opposition d'assister à la cérémonie de l'investiture, Ould-Boulkhair estime que ce n'est pas de votre intérêt. Il a même ajouté que si la victoire électorale de Ghazouani est contestée par l'opposition mauritanienne, elle a été reconnue par le peuple et par les institutions de l'État. Qu'en pensez-vous? C'est M. Ould-Boulkhair. Bon, il est de la majorité, il est du pouvoir. Donc, moi, je ne sais pas quoi dire. Bon, ça, c'est ce que quelqu'un qui est au pouvoir va dire pour justifier la position politique dans laquelle il se trouve. Mais il fut aussi un opposant. Parmi les plus grands. Mais il fut, vous dites bien, il fut. Oui. Il n'est plus de l'opposition. Lui-même, il qualifie ceux qui ne sont pas avec lui, il les qualifie d'opposants. Donc, est-ce que c'est pas de son rôle aujourd'hui de calmer la situation? Mais c'est de notre rôle. De ne pas créer donc une situation vraiment incontrôlable. Je vais vous dire une chose. Le seul qui peut calmer et éviter qu'il y ait une situation incontrôlable, ce n'est ni Mohamed Mouloud, ni Khan Hamidou Baba, ni Biram, ni Massoud. C'est M. Ghazouani. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qui détient le pouvoir, qui détient l'arme absolue de la stabilité d'un pays. C'est pour ça que tout le monde veut le pouvoir, entre autres. Très bien. Mais c'est lui également qui dispose de la mèche et de l'allumette qui peut faire exploser le pays. D'accord. Vous avez suivi la cérémonie de l'investiture? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans cette cérémonie? C'est le discours, évidemment, du président du Conseil constitutionnel. Alors, je vous fais écouter cet élément avec la complicité de mon technicien du jour, Mohamedou Sidi Mokhtar. Après, on fait le point sur ça. Merci.
Mesdames, Messieurs, si le mérite de cette mémorable journée revient à notre cher peuple pour sa sagesse et sa maturité politique, comme nous venons de le dire, le mérite revient également et surtout à un des dignes fils de ce peuple, le président Mohamed Ould Abdelaziz. Monsieur le Président, sans nul doute, vous auriez pu vous engager dans la voie laborieuse de modification de la Constitution et vous dire « je suis, les choses marchent, le peuple me soutient ». Non, malgré les nombreuses sollicitations et pressions pour un troisième mandat, vous avez dit non contre vents et marées. Ce qui rappelle un autre contre vents et marées, célèbre d'un des pères fondateurs de notre République. Monsieur le Président Aziz, comme familièrement le peuple vous appelle, j'ai eu l'occasion de vous connaître car j'ai compté parmi vos proches collaborateurs plusieurs années durant et au risque de révéler des secrets relevant de conversations privées, je témoigne et je suis sous serment que vous avez toujours été constant dans cette position. Vous nous avez toujours dit, Monsieur le Président, et je vous cite, ce qui compte, ce n'est pas moi, ni ma personne, car je ne suis pas éternel. Et un jour ou l'autre, je quitterai de toutes les façons le pouvoir. Ce qui compte, vous disiez, c'est que la Mauritanie que nous avons voulu en 2005, que nous avons défendue au péril de notre vie, une Mauritanie indépendante, souveraine, démocratique et comptant d'abord sur elle-même pour sa sécurité et son développement, que cette Mauritanie-là et le projet qu'elle porte perdurent par-delà les hommes qui gouvernent. Mais parlant de chance, c'est surtout le peuple mauritanien et la Mauritanie qui ont beaucoup de chance de voir Mohamed Cheikh Ghazouani succéder à Mohamed Ould Abdelaziz. Lui succéder dans un monde aussi agité que le monde que nous vivons et dans une région ouest africaine lourde de toutes les menaces, souvent violentes, et où chacun des pays qui la composent lutte farouchement pour sa survie et la pérennité de ses institutions. À côté de ces défis majeurs sécuritaires et existentiels, tout le reste devient éphémère et secondaire, même si naturellement tout reste important et doit être pris en charge. Monsieur le Président, la mise en œuvre de votre programme que le peuple a choisi en vous donnant la majorité absolue avec un taux de participation de près de 63%, consolidera immanquablement les acquis et renforcera sans aucun doute l'ancrage de l'état de droit et des grandes valeurs qui ont fondé notre jeune nation et sur lesquelles vous êtes largement revenus durant votre campagne. Permettez-moi, sans abuser de votre temps, de revenir sur deux de ces valeurs qui me paraissent fondamentales. Il s'agit tout d'abord, et vous l'avez dit dans votre programme, de l'attachement de notre peuple à la religion musulmane. Nous sommes tous des musulmans en Mauritanie et notre islam sunnite de rite malikite, nous l'avons hérité de nos ancêtres et de nos ulamas. Cet islam qui puise sa source du livre saint et de la sunna de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un islam tolérant qui cultive la paix entre les peuples. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que la mise en œuvre de votre programme renforcera les nombreux acquis que nous avons déjà eus dans ce domaine et que la parole de nos ulamas et de nos érudits continuera de rayonner sur notre pays et au-delà. Votre point de vue. Ouf. Diallo Badji est un homme extrêmement éloquent. Très éloquent, il a toujours été très éloquent. Je le connais très très bien, personnel, c'est un ami personnel. Il est très éloquent. Il est très politique. On a fait les classes politiques ensemble depuis notre jeunesse. Mais jugez-vous normal. J'arrive là-dessus. Je veux dire par là qu'il a été rattrapé vite par ses engagements politiques. Et il a oublié purement et simplement que ce n'était plus l'homme politique qu'il est maintenant, qui avait devant lui deux chefs d'État, l'un qui part et l'autre qui arrive, mais c'est le président d'un conseil constitutionnel. Donc quelqu'un a pu dire à l'étranger, et je pense qu'il avait raison, que le seul devoir qu'il a vis-à-vis de celui qu'il a désigné, c'est un devoir d'ingratitude. Un devoir d'ingratitude. Celui qui vous a nommé président du conseil constitutionnel, vous devez être ingrat à son égard. Pourquoi?
Parce que la voix que vous portez n'est plus la voix de quelqu'un qui a quelque reconnaissance que ce soit à son égard, donc qui lui reconnaît des valeurs, des qualités, etc., comme on l'a entendu, mais d'abord quelqu'un qui le regarde avec sévérité, parce qu'il surveille le texte le plus important dans une nation, la Constitution. Il n'aura à ce moment-là de reconnaissance que vis-à-vis de la Constitution, c'est-à-dire vis-à-vis de notre peuple. Mais vous avez entendu, ce n'est pas à l'égard du peuple ou de la Constitution, ici dont il s'était agi, qu'il fasse l'éloge, mais c'est d'abord et avant tout pour deux hommes dont il dit lui-même qu'ils étaient ses amis. Je ne lui reproche pas d'avoir ses amitiés, et je ne lui reproche pas d'ailleurs une reconnaissance à leur égard, mais je crois que ça, il doit l'écrire dans des mémoires, un jour, dans un livre, témoignage, pas tant qu'il est président du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec mon ami Diallo Morobe. Je pense qu'il s'est laissé emporter par son cœur plutôt que par son esprit, et c'est très dommage. Alors, aujourd'hui, Diallo Mamadou Bacha, certainement n'a pas bien pensé que son ami, comme il l'a si bien dit dans son discours, le président Aziz va sortir et va partir. Alors, en ce moment même que le président sortant est parti, la Mauritanie est en train de tourner une nouvelle page. Alors, avec la nomination donc d'un nouveau Premier ministre depuis samedi. Alors, vous connaissez l'homme? Le nouveau Premier ministre? Oui, je l'ai connu personnellement d'ailleurs. Alors, votre jugement? Jugement personnel? Oui. C'est quelqu'un de très gentil, sur le plan personnel. Et sur le plan professionnel? Je ne l'ai pas vraiment connu sur le plan professionnel, parce qu'on s'est rencontrés dans un cadre strictement privé. Alors, si vous aviez un message à lancer au nouveau président, Mohamed Cheikh Ahmed Ghazouani? Je lui dirais d'abord d'écouter la voix de son peuple. Et la voix de son peuple, c'est d'abord la voix d'un peuple qui en a marre de l'autoritarisme, qui en a marre du faux semblant, qui en a marre des choses qui se font en dessous des tables, qui se font de l'autre côté du voile. Le peuple veut la transparence, veut la démocratie, veut l'apaisement démocratique. Pas l'apaisement tout court, l'apaisement démocratique. Notre peuple veut des institutions qui fonctionnent normalement. Notre peuple veut que la citoyenneté soit réelle et non fictive, que l'égalité soit quelque chose de réel, d'effectif. Il veut que chacun et chacune dans ce pays ait ce qu'il a le droit d'avoir. Que chaque pays, chaque membre de notre nation se sente chez lui et non pas désormais, comme c'est le cas pour beaucoup de Mauritaniens, comme étant des étrangers dans leur propre pays. Si cela, il en a la conscience, la première des choses qu'il va faire vite, c'est d'abord de s'ouvrir aux autres. De savoir que ceux qui l'entourent immédiatement, le système dont il est l'héritier est un système qui broie les hommes, qui broie leur conscience, qui tue l'humanité parce que qui devient c'est une machine d'intérêt, une machine sans esprit, sans cœur, sans âme. Cette machine va le broyer inéluctablement. Il viendra peut-être avec une bonne volonté, mais s'il fonctionne avec ce système, il ne sera même pas l'ombre de lui-même. Il sera une vraie caricature de lui-même. Donc je lui dis, sois politique, c'est-à-dire aime ton peuple réellement, pas pour la forme. Ce qui veut dire, n'écoute pas que la voix de ceux qui te chantent à l'oreille des belles choses. C'est ça ce que je vais lui dire. Vous avez bien espoir avec le nouveau président? Je peux vous dire une chose. D'un point de vue philosophique, j'ai toujours bon espoir. Même avec l'Abdelaziz, jusqu'au dernier moment, j'avais bon espoir. J'ai toujours eu bon espoir avec les hommes, politiques ou non. Parce que je me dis toujours que dans chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui peut nous amener à comprendre qu'on n'est pas seul, on n'est pas tout seul. Donc vous n'êtes pas parmi ceux qui disent que Ould Ghazouani est la copie conforme de Ould Abdelaziz? Je n'ai jamais cru, franchement, que quelqu'un puisse être la copie conforme de qui que ce soit. C'est impossible, humainement parlant. C'est pas possible d'être la copie de quelqu'un. C'est peut-être aussi une marque d'espoir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous avons affaire à un être humain, comme tous les autres êtres humains, qui calcule, qui a ses intérêts, qui a sa vision, qui a ses faiblesses, qui a ses qualités probablement, etc., que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui est surtout face à une réalité objective. C'est celle d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui a beaucoup de problèmes quotidiens.
un peuple qui a un problème de survie. On a énormément de problèmes de sous, de fin d'année, de fin de mois, de fin de jour. On a des retraités dont on peut dire maintenant qu'ils ne sont pas payés, en fait, puisqu'ils ne mangent pas. On a des fonctionnaires dont on ne peut pas dire réellement qu'ils sont des fonctionnaires parce que le salaire ne leur permet plus de vivre. On a des gens qui, dans un pays qui est pourtant parmi les plus riches au monde, rapportés par tête d'habitant, eh bien, on a des gens qui aujourd'hui ont des problèmes de fin de jour, je ne dis pas de fin de mois, des gens qui ont des problèmes pour manger, pour boire, pour amener leurs enfants à l'école. Justement, l'école, on a un pays dans lequel l'école est par terre, où les enfants ne vont plus à l'école purement et simplement, etc. Donc, ce sont ces réalités-là qui feront de quelqu'un qu'il puisse comprendre réellement ce qu'on attend de lui. Voilà ce que je pense sincèrement. Si Razouani veut non pas tourner une page, mais réellement ouvrir une nouvelle voie, parce que c'est de ça dont il s'agit, alors il comprendra que gouverner un pays, c'est d'abord écouter la voix des peuples de ce pays, C'est la voix des gens, des populations. Quel est le conseil que vous lui donnerez? D'accepter de dialoguer et de le faire sincèrement. De ne pas le faire par manœuvre comme le faisait Aziz avec beaucoup de force et beaucoup d'intelligence. Et là, aujourd'hui, le pôle des 4 acceptera de dialoguer? Bien sûr, nous avons lancé le dialogue avant la crise électorale. Nous avons lancé le dialogue pour sortir de la crise la plus grave que nous ayons connue depuis ces 20 dernières années, celle de 2009. Nous sommes allés dialoguer avec les putschistes à Dakar. Et nous avons accepté que le chef de l'État, qui était élu démocratiquement, ne soit plus le chef de l'État. Nous avons toujours accepté, c'est les mêmes qui sont là. Aujourd'hui encore, nous avons renouvelé notre appel à un dialogue sincère. Le problème, c'est que les chefs d'État en exercice, dès qu'ils commencent à exercer, leurs oreilles sont déconnectées. Leur esprit est déconnecté. Ils ont un autre logiciel. Ce logiciel ne les fait plus comprendre ou entendre leur environnement et la vie des gens. Il a dit dans son discours qu'il serait le président de tous les Mauritaniens et qu'il est prêt à travailler avec toute la classe politique. Je voulais que je vous dise mon point de vue sur ce discours, honnêtement et sincèrement. Honnêtement et sincèrement, c'est un discours que j'ai trouvé relativement bon. Je vais vous dire franchement ce que je pense. C'est un discours qui a été relativement bon parce que c'est un discours apaisant. Je l'ai lu de bout en bout. Je l'ai lu d'ailleurs parfois, je vous dis la vérité, avec les yeux d'un prof, si vous voulez. Je l'ai vraiment décortiqué, etc. Même la syntaxe, etc. J'ai trouvé qu'il est relativement équilibré. Alors, la première des choses que j'ai remarqué que c'est positif, c'est que c'est un discours qui de bout en bout n'attaque personne. Tout à fait. C'est une nouveauté. Regardez le discours d'Abdelaziz, par exemple. La première chose qui marque quand on lit Abdelaziz, c'est qu'il attaque toujours quelqu'un, que ce soit l'étranger ou que ce soit le Mauritanien. C'est les gabégistes, c'est les fils de ceci, c'est les ennemis de cela, etc. Il est toujours négatif par rapport aux autres. Ici, avec Razouani, dans ce discours-là, on ne le voit pas. C'est positif. Deuxièmement, il a cité des choses importantes également. Il a prononcé un mot qui est très important, apaisement. Monsieur Lo, vous avez toujours qualifié Abdelaziz d'arrogant, de quelqu'un d'autoritaire. Laissez-moi terminer, sinon on va mal interpréter ce que j'ai dit. Allez-y. Voilà. Donc, j'ai dit qu'effectivement, il a fait allusion à cette histoire-là de l'apaisement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont positives dans ce discours. Il y a même une ambiance, un ton dans le discours qui est positif. Simplement, effectivement, il y a des choses, j'attendais qu'il les dise explicitement. Il a fait des périphrases, il a tourné autour, il ne l'a pas dit explicitement. Par exemple, je n'ai pas entendu une seule fois dire le terme d'esclavagisme. Or, en Mauritanie, on ne peut pas parler aujourd'hui de problèmes sociaux sans prononcer le mot esclavage. Pourquoi il n'a pas dit esclavage? C'est comme le passif humanitaire. Tu ne peux pas parler des gens qui se sont sentis, c'est à peu près ce qu'il a utilisé comme formule, marginalisés, ou bien encore qui sont victimes d'injustice. Mais attends, il y a quelque chose d'extrêmement important. Mais pour vous, il n'a rien fait sur ce point. J'ai dit simplement que l'actuel aurait dû dire que ces choses-là le préoccupent. Il ne l'a pas dit. Non, moi je ne parle pas de l'actuel, moi je parle de Ould Abdelaziz. Non, moi je parlais du discours. Maintenant, pour Ould Abdelaziz, son bilan sur ces questions est catastrophique. Parce qu'il a surexcité l'intérêt des gens quand il était venu. Prière de Dakar, de Kéhédi. Il a même été jusqu'à dire qu'il va identifier les tombes des portés disparus. Vous vous rendez compte l'espoir qu'il a dû donner aux familles des victimes? C'est criminel. Est-ce qu'il n'avait pas cette volonté? Il n'avait aucune volonté, c'était un manœuvre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce système-là, c'est le système qui l'a obligé à rebrousser le chemin? Nous sommes dans un pays où le système, c'est celui qui gouverne.
Vous comprenez? On n'a pas des institutions en Mauritanie, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains. Ah bon? On n'a pas encore des institutions. On a des structures. On a des institutions, Non, mais on a des peut-être certainement, non. vous voulez dire des institutions fortes. Voilà. Non, ce qui caractérise une institution, c'est deux choses. C'est, en tant qu'organe, c'est des structures, plus un esprit qui l'anime, et qui est un esprit qui dépasse les personnes qui y sont. C'est ça une institution, c'est ça qui différencie une institution des organes ou d'une structure, etc. On dit d'une institution qu'elle est une réalité vivante, précisément à cause de ça. Or, lorsque vous avez juste des structures, vous venez vous occuper, et vous vous animez, vous-même vous êtes l'animateur, vous êtes l'âme de la structure que vous occupez. Elle n'est plus une institution. Vous pouvez transformer du jour au lendemain ce que l'organe faisait en contraire de ce qu'il faisait. Vous comprenez, ce n'est plus une institution. Dans une vraie institution, vous êtes tout le temps rejeté. Vous voulez un exemple? Regardez Trump. Regardez les difficultés, les problèmes que Trump a, ou que le Premier ministre britannique a. Trump, c'est l'homme le plus puissant du monde, théoriquement. C'est l'homme le plus entravé au monde aujourd'hui. Il veut tout faire, mais il ne peut pas. Il peut pas. Parce qu'il y a des institutions. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'Obama avait raison. Pour dire que ce qui manque à l'Afrique en particulier, ou ce qu'il faut, c'est des vraies institutions, des institutions fortes. Nous ne l'avons pas. Alors, pour revenir à M. Radouani, c'est pour vous dire donc que si lui, il vient, il occupe ses fonctions, et puisque nous n'avons pas d'institutions, c'est lui qui insufflera à ces institutions ce qu'il voudra, pour ainsi dire. Alors, si aujourd'hui, Ould Ghazouani, vous souhaiterez travailler avec l'opposition, vous allez participer dans un gouvernement d'union nationale. Avant de participer à un gouvernement d'union nationale, nous allons discuter avec lui sur ce que pourrait être un programme commun. Si nous convenons d'un programme commun, nous allons parfaitement participer au gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, moi, mon point de vue, mais il est personnel, hein, c'est pas quelque chose qui sort de la bouche de qui que ce soit. Et là, je ne parle pas comme vice-président du parti, je parle comme Gourmand, simplement. Je dis que ce pays ne sortira vraiment de la période actuelle que le jour où, pour l'essentiel des forces politiques, conviendront d'un gouvernement d'union. Ça ne veut pas dire qu'ils auront eux-mêmes. Ça peut être un gouvernement technocratique. Ils tombent d'accord, en tout cas, sur la composition d'un gouvernement qui soit un gouvernement rassembleur. Disons, je parlais d'un gouvernement de rassemblement national pour aider le pays à sortir de cette situation parce qu'elle insufflera une confiance générale, elle insufflera une plus grande légitimité, elle donnera au chef d'État, effectivement, l'assise nécessaire pour faire jouer ce qui c'est être le programme d'ensemble. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que l'actuel président, Ould Ghazouani, sera manipulé par l'ancien président Ould Abdelaziz? Je ne pense pas personnellement que Ould Abdelaziz pourra manipuler Antoine, mais ça c'est mon point de vue personnel. Alors, l'ancien président, justement, Ould Abdelaziz a fait sa déclaration de patrimoine. Quelle lecture faites-vous? D'abord, premièrement, ce n'est pas une déclaration de patrimoine au sens où la loi l'impose. Il a violé la loi et il continue à la violer. Parce que la loi, ce qu'elle dit, c'est que d'abord, c'est lorsque vous êtes élu, et au moment où vous avez été investi, que vous devez faire cette déclaration. Il ne l'a pas fait quand il a été élu. Lui, il a blasé. Deuxièmement, ce que dit la loi, c'est que cette déclaration doit être publiée. C'est-à-dire qu'on doit savoir quel est le contenu de ce que vous avez déposé. Vous comprenez? Or, vous et moi, nous ne le savons pas. Vous, en tant que journaliste, par exemple, vous ne pouvez pas me dire ce que vous avez lu ou su ou appris concernant le patrimoine de Ould Abdelaziz. Personne ne le sait, c'est un secret d'État. Tout à fait. C'est contraire à la loi. Alors sur ce point, qu'est-ce que vous demandez en tant que politicien, en tant qu'opposition au nouveau président? Que la loi soit respectée. Il n'a qu'à faire publier d'abord le patrimoine de M. Ould Abdelaziz tel qu'il l'a déclaré, à l'arrivée et au départ. Deuxièmement, que lui-même, il fasse publier son patrimoine. Que l'on sache dès maintenant combien de maisons il a, combien de têtes de bétail ou de chameaux il a, combien de chèvres ou de paires de chaussures. Ça sera facile? Mais bien sûr, c'est très facile. Au départ, on ne vient pas très riche au Parlement, au pouvoir. Donc c'est facile de savoir. Ce qui est compliqué, c'est de le faire au moment où on part. Mais ce n'est compliqué que parce qu'on a dit ce qu'on avait avant. Parce qu'à peu près, on sait d'où est-ce que vous avez pu tirer cet argent-là. C'est pour ça que la loi a été adoptée comme ça par notre pays et que c'est une très bonne loi. Simplement, vous comprenez aussi pourquoi les chefs d'État ont du mal à appliquer cette loi. Moi, je mesurerai le degré de sérieux d'un chef d'État, y compris de M. Ghazouani, s'il respecte ça. S'il a le courage de dire au peuple mauritanien, voilà, je viens, je suis élu, j'ai tant. Ça correspond à tant de millions de billets. Et le jour de son départ, il dit, bon, monsieur,
les Mauritaniens, mesdames les Mauritaniennes, je m'en vais, j'étais venu avec tant de millions, je pars avec tant de millions ou tant de milliards. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ould Abdelaziz a dit qu'il ne quittera pas la politique. Il a le droit aussi de se représenter en 2024. Est-ce que vous pensez sincèrement que si Razouani fait son programme et va jusqu'au bout, etc., que lui aussi pourrait accepter une telle violation de la Constitution de façon à permettre à son ancien président de le remplacer comme ça, par la violation d'un texte? Mais son ancien président, mais il y a aujourd'hui, tout le monde le pense, à la Poutine. Non, parce que la constitution mauritanienne est très différente de la constitution russe. La constitution russe interdit... mais rien n'interdit Ould Abdelaziz de se présenter. La constitution l'interdit. Elle est très fermement, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai répété, j'ai écrit un truc là-dessus. Ça, il n'y a pas de discussion entre juristes là-dessus. En Mauritanie, c'est deux constitutions de classe mondiale. Et pourtant dans sa dernière conférence, il a été catégorique. Mais il fait ça pour donner espoir à ses amis, pour les consoler. Aziz est très fort, c'est un manipulateur de sentiments. Il manipule les sentiments des gens qui le soutiennent pour que cela n'aille pas, se défile pas, n'aille pas dans tous les sens. Et lui disant, je vous donne espoir, je serai là à la Koudéha. Donc, pas des campagnes de Mardion. Je ne serai pas loin, je viendrai bientôt vous voir. C'est ça, en vérité, le discours subconscient ou subliminal que lui, il a voulu envoyer aux gens. Mais en fait, c'était plus électoral qu'autre chose. Maintenant, vous ne l'entendrez plus. Je vous parie tout ce que vous voulez. Vous n'allez plus jamais entendre Abdelaziz parler de son retour. C'est maintenant que c'est intéressant de l'entendre. Quand il était président, il peut dire ce qu'il veut. Mais les donc vous ne l'entendrez jamais dire pendant qu'Aziz... Donc ça veut dire qu'il va aller dans son coin, il va manger son argent, comme on dit. il va aller se reposer tranquillement, faire son sport. De temps en temps, vous allez voir les photos de lui, etc. Mais je vous dis que même s'il participe à un congrès de l'UPR, ce sera vraiment pour, comment vous dire, ce sera réellement son adjoint politique. Mais politiquement, il est fini. C'est fini. Aziz quitte le pays avec une bonne croissance économique, non, selon ses propos. Voilà, heureusement de l'avez précisé. Il a dit, avant de quitter le pouvoir, qu'il laisse le pays dans de très bonnes conditions financières. Parfait. Écoutez, il fait de nous l'un des pays les plus endettés au monde. Vous le savez au moins. Oui. Plus de 100% du PIB. C'est fou. Bon, ça veut dire que chaque Mauritanien, si on devait calculer combien chacun d'entre nous doit payer au reste du monde, c'est fou. Ça veut dire que toute notre vie, chacun d'entre nous va travailler, nous ne pourrons pas rembourser. Bon, donc c'est déjà un boulet qu'il laisse à son successeur, à dette. Ça va être terrible. Le taux de croissance est autour de 3% et encore. Ce qui est incroyable. Incroyablement faible pour un pays comme le nôtre, compte tenu du nombre d'habitants de ce pays. Ensuite, il laisse surtout une situation économique calamiteuse du point de vue des conditions d'existence des Mauritaniens. Je vous signale que l'économie fonctionne de deux façons, soit en vendant des choses à l'exportation, soit en faisant consommer les gens par leurs revenus qui vont payer, acheter, etc., qui vont nourrir donc une croissance interne. Or, les revenus moyens des Mauritaniens, combien aujourd'hui? Il n'y en a pas, pratiquement pas. Alors, aujourd'hui, vous demanderez des audits, absolument. Sur la gestion de Ould Abdelaziz. C'est vraiment, personnellement, à point de vue politique, c'est exactement la chose que nous exigeons, que nous demandons avec force, c'est qu'il faut l'audit de la situation économique, politique et surtout sociale de notre pays. Il faut qu'on sache tout ce qui a été fait sur le plan économique est une catastrophe. Toute la situation de la SNIM, on veut savoir dans quel état ce pays-là a mis, dans quel état ce régime-là a mis la SNIM. Toutes ces entreprises qu'on a vendues, et les écoles qu'on vend, toutes ces choses-là incroyables auxquelles on a assisté et qui font que les Mauritaniens finalement ne s'étonnent plus de rien en matière économique, toutes ces choses-là, il faut qu'on sache de quoi il s'agit pour pouvoir remettre en ordre. Mais nous ne voulons pas que ce soit fait par des cabinets noirs, par des cabinets fermés. Nous voulons que les Mauritaniens sachent quel est l'état réel de leur économie et de leur société. C'est ainsi que nous pourrons véritablement attacher notre ceinture et faire le redécollage. Regardez la situation du Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est un des pays où les choses marchent le mieux.
Et en plus, c'est un pays très démocratique. Pourquoi? Parce que celui qui gouverne joue la transparence, ne trompe personne, et s'appuie justement sur la confiance de sa population pour faire les choses. Il ne compte pas sur l'étranger et sur les satisfactions que les puissances étrangères nous donnent. Il compte sur la satisfaction que la paysanne, la vendeuse de beignets, l'instituteur ou les journalistes de radio lui donnent en tant que chef d'État. Et c'est ça qui fait qu'il y a une dynamique aujourd'hui au Ghana, mais c'est exceptionnel. Et le Ghana est coté parmi les pays dont le taux de croissance est le plus élevé au monde, supérieur au taux de croissance chinois. Aujourd'hui, ils en sont à 7%. Et ça, c'est dû à une bonne gestion. Voilà, celle que je viens de vous décrire. Très bien. Alors, parlons un peu donc, du gaz et du pétrole. Un peu brûlant. Oui, alors, c'est le cas de le dire. Voilà, au Sénégal, le cas d'Aliou Saleh est là. Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, entre le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal et la Mauritanie partagent, je veux dire, un pôle très important sur le gaz et le pétrole. En tant que professeur, quelle est votre appréciation? Bon, l'une des choses que j'apprécie comme positive du régime là qui vient de partir, du régime de Abdelaziz, il y a effectivement la façon dont il a pu, avec le gouvernement sénégalais d'ailleurs, gouverner cette histoire-là de ces puits de pétrole que nous partageons. Parce que dans beaucoup de pays au monde, on oublie toujours que la guerre d'Irak, qui a entraîné finalement tout ce que l'on connaît, y compris la chute de Saddam Hussein, c'était des histoires de puits partagés entre le Koweït et l'Irak, entre autres. Dans beaucoup de pays où, notamment par exemple entre le Nigeria et le Cameroun, où ça a failli dégénérer en crise, il y a eu la fameuse crise de la péninsule de Bakassi, c'était précisément un problème de partage des puits communs, en tout cas des puits qui vont de part et d'autre des frontières du pays. Or, nous avons évité ça. Dieu sait que ça aurait pu être une catastrophe. Pourquoi? Parce que la Mauritanie et le Sénégal ont eu des problèmes de frontières, en tout cas des problèmes graves concernant les rapports ces dernières années. Donc, ces deux gouvernements ont, sur cette question-là, un assez bon héritage. Donc, c'est une chose excellente. Simplement, voilà. Ceci étant dit, au Sénégal, on parle. Il y a eu le problème de la crise que vous connaissez, dont vous venez de parler, de M. Sall, et tout ce qui tourne autour. Bon, moi, je ne connais pas le détail de la chose, mais au moins, on en parle au Sénégal. D'ailleurs, même les Sénégalais crient haut et fort que Macky Sall ne devrait pas partager équitablement le gaz et le pétrole avec la Mauritanie. Il y a même des attendants qui disent que oui, il a cédé. Enfin, mais ça, c'est des extrémistes, disons. Parce qu'à mon avis, c'est un accord relativement équilibré de part et d'autre, et puis il n'y a pas de tension. Pour la bonne stabilité. Donc, et pour l'avenir. Voilà, pour deux pays frères, etc. Et puis en plus, honnêtement, d'un point de vue géologique, on n'avait pas le choix. Et là, vous saluez le travail de les deux équipes, voilà, et le professionnalisme des équipes, en particulier techniques mauritaniennes, face à leurs homologues sénégalais. Ça s'est très très bien passé, de ce que j'en sais, et franchement, chapeau. Et je pense que c'est une très bonne chose qui a été faite de part et d'autre. Alors maintenant, notre problème, c'est que nous ne savons pas grand-chose des conditions dans lesquelles cette exploitation va avoir lieu. Qu'est-ce qui va être fait de notre gaz? Qu'est-ce qui va être fait de notre pétrole? Personne ne sait vraiment. À part les généralités. Et là, qu'est-ce que vous demandez au nouveau président de la République? Un audit. Tout de suite. Une grande conférence nationale consacrée aux ressources pétrolières et gazières. Que l'on nous dise de quoi il s'agit, qu'on en parle, que les experts nous expliquent, que les gens viennent poser des questions, qu'on discute sur l'avenir du gaz et sur l'avenir de la Mauritanie par rapport au gaz. Qu'est-ce qu'on veut en faire? On parle de fonds d'investissement, on parle de fonds souverains. Il faudra que toutes ces choses-là soient une préoccupation tellement importante que les Mauritaniens puissent en parler. Par exemple, à l'époque, Mokhtar Ould-Daddah, et ça, il faut s'en féliciter, lorsque la question de la mi-ferment s'était posée, et il y a eu une lutte rude de l'opposition à l'époque, notamment des NND, on en est arrivé à une situation où lui, il a voulu nationaliser, on en a parlé. Il y a eu des discussions, il y a eu des débats. À l'époque, c'était à la Maison des Jeunes, l'actuelle vieille Maison des Jeunes, comme on dit, qui était le nec plus ultra des rencontres. C'est là où on se faisait, c'est un peu à l'époque, de parler des congrès des années 70. Mais là-bas, figurez-vous qu'on a discuté de la mi-ferment, on a discuté de la monnaie. Ça s'est fait dans une ambiance démocratique de discussion, parfois très, 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 très vive. C'est cette ambiance qui donne à un pays le sentiment que ce qui se passe
ne se passe pas en dehors de lui. C'est ça qui fait qu'un peuple s'implique dans les réalisations, non pas les réalisations d'un chef, comme Oulad Aziz nous a habitués avec ses discours sur les réalisations, mais comme une œuvre collective. Ce n'est pas quelqu'un qui réalise à la place du peuple, c'est un peuple qui accepte que les choses se fassent, qui contribue à ce que ces choses-là se fassent de la façon la plus clairvoyante et surtout la plus transparente possible. Et le problème du gaz et du pétrole, c'est qu'il n'y a absolument justement aucune transparence dans ce qui se fait. Alors, un autre point important, le problème de la pêche en Mauritanie. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense qu'on a eu tellement de politiques de pêche qu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui encore, on en est à une situation, disons, de l'ère de la cueillette et de la chasse, c'est-à-dire de la préhistoire. Ce que nous faisons, c'est exactement ce que les cueilleurs et les pêcheurs du paléolithique supérieur faisaient. Puisqu'on va, on pêche, on vend ou on mange. Et ce sont les autres qui transforment le produit de la pêche. Ce sont les Européens ou les Japonais qui vont transformer ça en boîte de sardines, en produits alimentaires extérieurs à vendre, qui vont les mettre sous emballage, made in France, made in Japan, etc. Ou bien nous, il n'y a quasiment pas, il y a un peu, il n'y a quasiment pas d'apport de valeur sur le produit de la pêche. C'est simplement une rente, exactement comme quelqu'un, comme je vous le disais, qui va à la chasse, qui tue le gibier, qui le mange ou qui vend. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers l'épuisement de la richesse, parce que c'est d'autres qui viennent pêcher à d'autres places d'ailleurs pour les transformer. Cette politique que nous avons, qui consiste à ne pas faire, bien sûr il y a une politique de débarquement qu'on peut considérer comme positive, mais pas de transformation. On débarque pour vérifier, pour contrôler, et les gens amènent la cargaison. Mais ce qui devrait se faire, et ça aussi, ça nécessite que les Mauritaniens en prennent conscience et l'acceptent, et même, à mon avis, le constitutionnalisme, c'est dans la Constitution qu'il faut le mettre, c'est que les richesses du pays doivent d'abord prioritairement être transformées sur le territoire national. Et les contrats des licences de pêche, vous demanderiez de revoir tout ça? Bien sûr, moi je suis réaliste. Les contrats qui ont déjà été conclus et dont les termes juridiques sont fermes et dont les termes sont clos et pour lesquels on ne peut pas revenir, ça on peut renégocier avec les gens qui sont concernés. Et effectivement, l'histoire montre, parce que d'autres pays sont passés par nous, je parlais du Ghana par exemple, il y a d'autres pays, le Rwanda et d'autres pays encore, quand les clients, entre guillemets, étrangers, se rendent compte que vous êtes sérieux, et quand vous leur demandez de renégocier, ils renégocient. Ils savent que vous êtes sérieux. Mais quand ils savent que vous renégociez parce que vous voulez changer les commissions, les dessous de table, à ce moment-là, c'est autre chose. Donc, si nous incorporons tout ça dans une véritable politique nationale industrielle, alors à ce moment-là, les accords qui sont conclus, on va les revoir dans un sens positif. On ne va pas forcer les autres, ceux avec lesquels notre pays a conclu, on ne va pas les forcer à nous suivre, mais on va les inciter à nous suivre. En leur donnant des avantages qui sont très importants, mais aussi en réajustant les conditions dans lesquelles l'exploitation de la richesse va se faire. Par exemple, en matière d'environnement, c'est une catastrophe ce qui arrive. C'est une catastrophe. Tout le monde vous dira, d'ailleurs il y a eu les organisations, les ONG étrangères, ne cessent de le dire, y compris récemment, on est en train de détruire les espèces à la base, à travers les filets, certains types de filets qui sont utilisés, mais aussi à travers le fait de certains types comment on appelle ça, de fuel, de gasoil, sans parler maintenant des farines de poisson, qui empoisonnent l'air de Nouadhibou et qui créent des conséquences sanitaires très graves, en tout cas polluantes, comme tout le monde le voit. Donc vous voyez, c'est un ensemble global qui doit aboutir non seulement à protéger l'espèce, à protéger l'environnement, mais aussi à permettre aux Mauritaniens d'abord d'être ceux qui en profitent au départ et aussi à nos exportations. Alors, quel est le message que vous lancez donc aux nouveaux dirigeants? Moi, le message que je lance aux nouveaux dirigeants, c'est d'abord un message de comprendre que ce que le pays attend véritablement, c'est une transformation réelle du tout au tout. On ne veut pas de rafistolage. On ne cherche pas à repeindre la maison aux couleurs de Razouani. Razouani veut du vert, l'autre était pour le rouge, j'en sais rien moi. Un peu comme on a fait sur le drapeau. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on voit la charpente
qu'on voit la façon dont la maison est construite. Reconstruire. Il faut reconstruire la maison pour que chacun ait sa place d'abord. Parce qu'il ne faut pas que c'est une maison dans laquelle il n'y a que certains qui ont la plus grande place, les autres sont tous dans une sorte de chambrette à l'entrée. Non, il faut revoir les choses pour que chaque Mauritanien se sente à l'aise chez lui. Et pour ça, il faut discuter, il faut ouvrir les voies. Le chômage des jeunes, le président a assuré les Mauritaniens qu'il créera beaucoup d'emplois. Bon, il ne nous a pas dit, moi j'ai lu son programme, hein, il ne nous a pas dit comment. Mais on espère qu'il va passer par la seule voie connue, celle de créer de la valeur ajoutée dans les richesses de ce pays. C'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est ça qui fait que les gens travaillent. Il faut que les infrastructures, il faut que tout ce qui sera fait, notamment en matière d'industrie, et surtout il faut que les paysans d'agriculture soient réellement considérés comme le fondement, la base, l'axe de notre économie nouvelle. Il faut que les paysans, et surtout les petits paysans, pas l'agrobusiness, bien sûr, je ne suis pas contre l'agrobusiness, mais d'abord les petits paysans soient au cœur du dispositif de lutte contre le chômage. Pourquoi? Parce que, vous savez, les jeunes qui quittent, on ne voit que les jeunes des villes, mais les jeunes des villes, ce sont d'abord des jeunes qui viennent de la campagne. Ce sont des fils de paysans qui ne trouvent plus de moyens de survie ou d'existence dans les contrées ou dans la zone où ils vivent. Si donc dans les zones où ils vivent, c'est-à-dire donc des villes d'agriculture, prenons la zone de Ndiago, ou des zones de la vallée, ou encore des zones du nord, où se pratiquait une agriculture, pas seulement sous pluie, mais sous barrage, etc. Si donc on créait un effort d'investissement pour que les paysans se retrouvent, en ayant notamment les moyens pour pouvoir effectivement faire travailler la famille, non seulement on retient les jeunes, on les emploie, mais aussi on crée un tissu industriel. On recrée, si vous voulez, de la vie économique à l'intérieur de notre pays. Et ça, c'est ça qui manque. Maintenant, s'il faut juste ici faire des discours et faire que les entreprises étrangères recrutent, mais les entreprises étrangères peuvent recruter plus de 50 000, mais le lendemain, ils peuvent chasser tout le monde. Alors, professeur, l'émission tire à sa fin, mais il faudrait que je vous pose cette question. L'un des candidats aux dernières élections présidentielles, je le nomme même Biram Dabeida, avait promis aux Mauritaniens, s'il est élu, de réintégrer la CEDEAO. Alors, vous demanderez à Mohamed Ould Ghazouani de réintégrer la CEDEAO? Ah oui, mais personnellement, j'ai toujours considéré que le retrait de la CEDEAO est une catastrophe. Mohamed Mouloud, à l'époque où Maouia voulait sortir de la CEDEAO, c'était à l'époque où nous avions appelé au dialogue. Mohamed Mouloud lui a dit à lui, Maouia, que c'est une erreur stratégique qu'il est en train de commettre. Aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, je dis qu'une partie des problèmes de la Mauritanie, aussi bien des problèmes économiques internes, de ressources, de débouchés, de dynamisme économique, que de débouchés externes et que de voisinage, mais dû au fait que nous nous sommes expulsés nous-mêmes, mais c'est extraordinaire qui va faire plus de 300 millions de personnes. Vous vous rendez compte, plus de 300 millions de personnes bientôt dans cet espace-là. Le Maroc, mais intègre la CEDEAO, vous vous rendez compte? C'est parti maintenant. Il a déposé sa candidature, la candidature a été acceptée. Nous sommes venus, nous avons couru après pour avoir un accord d'association. Les Tunisiens ne s'en cachent pas, ils veulent également être cet espace. Bientôt, il y aura une monnaie unique pour tout cet espace. Nous serons où? Nous serons à l'extérieur. Le capitalisme national mauritanien sera littéralement écrabouillé par ce cadre extérieur qui est notre environnement naturel dans lequel nous devons vivre, avec lequel nous devons vivre en symbiose, parce que les capitalistes nationaux des pays voisins vont bénéficier de cet espace extraordinaire quand nous devons être dans les périphéries ou dans les marges. Donc moi je demanderai avec vigueur, avec force, à M. Ghazouani et à tout chef d'État qui viendra et au gouvernement de bien examiner et d'examiner avec sincérité toute autre considération subjective, les histoires de préjugés, de chauvinisme, etc., de mettre tout ça de côté et de voir la réalité économique telle qu'elle se déroule et les intérêts de notre peuple, de nos capitalistes nationaux, de nos banquiers nationaux, de nos industriels nationaux, etc. Sachez que beaucoup de capitalistes mauritaniens, dont certains d'ailleurs font les hypocrites ici parce qu'ils font du chauvinisme arabe, il faut savoir que ceux-là, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, ont des intérêts beaucoup plus puissants
puissants dans ces pays environnants, en Guinée, au Sénégal ou au Mali. Ça c'est clair. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de votre parti, l'UFP. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille politique? Il se passe que nous avons un problème aujourd'hui, qui est que certains cadres de la direction du parti, depuis maintenant 1 an et demi, ont décidé effectivement de faire de Mohamed Mouloud une cible privilégiée de leurs attaques. Et cela pour des raisons qui sont liées au boycott que nous avions eu à faire des dernières élections législatives de 2013, au cours duquel notre parti, conformément, je dis bien conformément à la résolution qui avait été adoptée par son congrès une année avant, en 2012, donc conformément à cette résolution extrêmement claire que je peux vous lire, je l'ai ici sous les yeux, donc a décidé de boycotter les élections législatives et municipales parce qu'elles ne reflétaient pas les conditions minimales sans lesquelles une élection devient en réalité un moyen d'élimination de l'adversaire tel que nous l'avons vu. Alors, vous pensez déjà au successeur de Mohamed Mouloud? Mais nous n'avons jamais cessé de penser au successeur de la direction dans son ensemble. Parce que nous sommes un parti, ne l'oubliez pas, qui sommes héritiers du mouvement national démocratique. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Nous sommes nés d'hier. Nous sommes nés en 1972, vous vous rendez compte? Depuis 1972. Ça date longtemps. Très longtemps. Alors donc Mohamed Mouloud mérite aujourd'hui vraiment un repos. Oui, hein? Mais c'est comme vous, les journalistes. Certains journalistes méritent le repos aussi. Mais c'est à la maison de décider. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Vous savez, on a dit la même chose. Vous préférez le garder. On a dit la même chose de Mitterrand, qui a fait une opposition pendant une 50aine d'années, une 40aine d'années, avant d'être président de la République en 81. Il était dans l'opposition depuis 46 ou 47. Mais ce sont les socialistes qui décident de le garder parce qu'ils font leur calcul. Vous, de l'extérieur, vous ne voyez que certains aspects des choses, c'est l'habitude de voir une personne. Mais nous, de l'intérieur, ce qu'on voit, c'est les capacités de mobilisation, ce sont les qualités humaines particulières d'un individu. On n'est pas cela autre que des êtres humains. Et quand quelqu'un est bon dans un parti politique, on le garde jusqu'à ce que ce qu'on peut en tirer ne puisse plus être en tiré. Très bien. Monsieur Le, on me talonne de l'autre côté, donc de la régie. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que d'abord, je vous remercie beaucoup et je vous félicite. Et je vous prie de continuer dans cette voie. C'est une voie très audacieuse et c'est vous qui pouvez sauver la démocratie dans notre pays. Très bien. Merci Lo Gourmand. Je rappelle que Monsieur Lo Gourmand Abdoul est le vice-président donc de l'Union des forces du progrès UFP. Il était donc l'invité, le premier numéro de notre émission donc Point de vue. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Alors, c'est fini pour ce soir. Un grand merci à l'équipe technique, plus particulièrement à Abdourazah Mbarek à la réalisation, Mohamedou Siri Mokhtar et Alioune Bobo aux manettes. Bonsoir et à la semaine prochaine.